Des bastons ultra vénères sur fond de philosophie chinoise, une pléthore d'adversaires plus ou moins chelous qui se sentent tous, mais vraiment tous, obligés de parler par métaphore tellement profonde que toi, tu captes rien. Mais en vrai, balèque parce que c'est trop stylé. Aujourd'hui, on va parler de Black Myth Wukong. Salutations bande de singes métamorphes et bienvenue dans Geeko Spirit, l'émission qui te prouve que la culture geek c'est pas que pour les gosses, c'est aussi et surtout pour ceux qui veulent réfléchir. Aujourd'hui je vous invite au pays du soleil levant, des pangolins et du kung fu. Fais péter l'intro. Et dans cet épisode, on va analyser une scène du jeu qui cristallise bien la profondeur et la spiritualité de cette œuvre. Et au cas où tu aurais passé l'année dernière dans une grotte ou juste que tu t'en balèques des jeux vidéo, petite présentation de l'œuvre. Black Myth Wukong est un jeu d'action RPG chinois développé par le studio indépendant Game Science et sorti en août 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. On incarne un singe anthropomorphe nommé par ses comparses le Prédestiné qui s'est engagé dans un long périple pour retrouver les 6 reliques magiques censées constituer la conscience du défunt grand roi singe légendaire Sun Wukong et qui, réunis, pourrait possiblement permettre sa résurrection. Il sera amené dans son voyage à côtoyer toutes sortes de créatures Yugoi et Bouddha directement issues du folklore chinois. Alors il n'y a pas à chipoter, le jeu c'est une réussite à tous les niveaux, aussi bien sur le gameplay ultra nerveux, ultra technique que sur la narration ou sur la DA, tout simplement sublime. Et je pourrais pas te dire le nombre de fois où je suis resté scotché face à mon écran devant la splendeur des environnements et des différents personnages qu'on rencontre sur notre route. Franchement, j'ai trouvé l'expérience ultra rafraîchissante. Et ce qui est percutant dès les premières minutes manette en main, c'est l'âme qui ressort du jeu. On ressent vraiment toute la volonté des artisans de l'œuvre à nous communiquer la profondeur et la spiritualité du support duquel il est inspiré. Et on va pas se mentir aussi, peut-être un petit côté soft power chinois, genre t'inquiète, consomme la Chine, c'est cool. Et d'ailleurs, avant d'attaquer l'analyse de la scène en question, je suis obligé de m'attarder un peu sur le support duquel il est inspiré, tant il est prégnant dans notre aventure, et ça à tous les niveaux. En fait, si je devais chipoter un petit peu sur le jeu, le seul défaut majeur que je lui trouverais, ce serait l'impression qu'il part du principe qu'on a déjà lu l'œuvre dont il s'inspire, alors que pour moi par exemple, c'était pas le cas. Et il y a tellement de personnages, tellement d'intrigues, sous-intrigues, références, rajoute à ça tous les personnages pratiquement qui parlent que par métaphore, au début t'es un peu perdu. Mais avec le recul, je me dis que même ça, c'est peut-être un petit peu voulu, justement pour titiller notre curiosité. Et si c'est le cas, bien vu les gars, parce que ça a marché sur moi. À la fin du chapitre 1 du jeu, je me suis littéralement jeté sur le livre en question. Et ce livre-là, on va être obligé de le présenter un peu pour bien placer le contexte. Ah oui, le livre, c'est Pérégrination vers l'Ouest. La Pérégrination vers l'Ouest donc est un roman fantastique de Wu Chenggen écrit à la fin du XVIe siècle sous la dynastie Ming. Elle narre l'histoire du moine Tripitaka Tangsanzang qui se voit attribuer la mission d'entreprendre un voyage en Inde pour y récupérer et ramener des sutras, des textes sacrés dans le bouddhisme. Il sera aidé dans sa tâche par Longwang Sanjun, un prince dragon, Zubaji, un cochon anthropomorphe, Shao Wujing, une ancienne créature marine reconvertie en moine et surtout Sun Wukong, un roi singe immortel, facétieux, rebelle et métamorphe armé d'un bâton magique qui va découvrir au bout du voyage la bouddhéité. Voilà, ça c'est pour le qu'est-ce que ça raconte. Et à savoir que cette œuvre, c'est l'un des 4 livres extraordinaires de la littérature chinoise. En gros, c'est les Avengers des œuvres littéraires au pays de Bruce Lee. Ouais. Et en vrai, le statut il est largement mérité quand tu vois la pléthore de créations culturelles qui s'inspirent plus ou moins librement de l'œuvre. Alors je ne vais pas m'amuser à en faire une liste exhaustive ici parce que flemme, t'as capté? Mais dis-toi que le multiclonage de Naruto, ça vient de là. Et d'ailleurs, dans le même manga, Enma, le poteau de Sarutobi, avec son bâton magique, ça vient de là aussi. Les fruits du démon dans One Piece, ça vient de là. Et de manière un peu plus profonde, le pitch de base, à savoir un protagoniste entamant un long voyage pour un artefact légendaire qui n'hésite pas à défier le système établi pour la sauvegarde de ce qui est le plus cher à ses yeux, à savoir une liberté absolue sans concession, ça vient de là aussi. Le bestiaire de monstres dans Berserk, au moins en partie, pareil, tu sens l'influence et surtout l'une des œuvres les plus populaires au monde, mon manga est en vrai mon œuvre préférée, tout support confondu, Dragon Ball, qui se veut à la base une adaptation parodique du roman. Enfin,
à la base seulement, hein, parce que après ça part clairement en cacahuète, avec des empereurs de l'espace, des cyborgs du futur, des chewing-gums maléfiques. Mais en vrai, au début, tout y est. Hein. Sun Wukong, enfin Sangoku, le bâton magique, le nuage magique, le Kintoun, le moine sous les traits de Kame Sennin, le cochon métamorphe, une quête initiatique et tout plein d'autres trucs. Et bon, si je te parle de pérégrination vers l'ouest, tu t'en doutes bien, c'est pas juste un moyen détourné de te montrer à quel point Dragon Ball c'est trop stylé. Non. Mais aussi, parce que comme je t'ai dit, dans Black Myth, l'histoire et les relations entre les différents PNJ sont tirées exclusivement du lore du roman. Et le jeu s'en veut une suite spirituelle, dans la narration bien sûr, mais aussi dans les thématiques proposées et les différents personnages développés. Mais donc, pour en venir à la scène qui nous intéresse, le personnage qu'on incarne, le prédestiné, cherche l'une des 6 reliques de Sun Wukong. Et après avoir rencontré tout un tas de personnages farfelus, dont un moine chelou à grosse tête et un gros ours noir, il récupère finalement son premier artefact. Et avant de passer au chapitre suivant, le jeu nous livre en récompense un petit court-métrage d'animation, sartek la pastèque. Et c'est cette scène-là qu'on va analyser. Ouais. La cutscene raconte l'histoire de 2 personnages qu'on a affrontés dans le chapitre précédent, à savoir Jinchi l'Ancien, le moine chelou à grosse tête, tu te rappelles, et le boss final du niveau, l'ours noir, Guai de son petit nom. Et il se trouve que les 2 personnages partagent une histoire commune, une histoire qui se trouve en fait être l'une des péripéties vécues par Sun Wukong et sa bande dans le chapitre 16 des pérégrinations. Ouais, comme quoi. On y voit donc Jinchi l'Ancien, pas très ancien là pour le coup, même plutôt jeune, occupé à jouer dans la pampa, qui tombe sur un ours géant, Guai. Et si le jeune bonze est d'abord effrayé, il est vite rassuré quand l'ours lui donne un sac d'or, pactisant ainsi son amitié avec lui et signifiant par la même occasion le vice qui aura raison de lui, la cupidité. La mise en scène nous montre ensuite, à travers une magnifique exploitation du show Tell, le parcours de Jinchi dans la bouddhéité, qui, au fil des années, gagne en âge, en sagesse et en statut aussi. En effet, on le voit prendre petit à petit de la hauteur sur ses co-religionnaires, mais avec l'ombre de son vice qui plane sur lui, personnifié en l'occurrence par son attrait pour les Kasaya. Et c'est à l'âge de 270 ans, et voilà pour le coup, Jinchi l'Ancien, genre l'ancien quoi, t'as capté. Qu'il fit la rencontre de Sun Wukong et Tang Sanzang. Et après quelques échanges, Sun Wukong se décide à lui montrer le bien le plus précieux de son maître, une Kasaya magique et tellement magnifique qu'il fascina Jinchi et attisa sa cupidité au point de fomenter un plan pour lui subtiliser après l'avoir tué en le brûlant vif dans son château. Bien vénère quand même le Jinchi là, en contradiction totale avec les enseignements de son dogme. Mais c'était sans compter sur Sun Wukong qui eut vent de ses machinations et put d'une part protéger son maître à l'aide d'une cape magique ignifuge qu'on retrouve d'ailleurs dans le jeu, et d'autre part mettre à jour la perfidie du vieux moine qui, rongé par la honte, se fracassera la tête contre le mur. Et ouais, c'est un peu glauque. Et ça aussi on le retrouve aussi dans le jeu, à travers son attaque signature. Et ouais, c'est une référence directe au roman. C'est cool hein. Mais ce qu'il y a d'encore plus cool, c'est la moralité que dessert le récit. Après avoir vu ce petit bijou d'animation et surtout après avoir lu le chapitre associé du roman, j'ai vu un peu, enfin beaucoup, de ce qu'on peut retrouver dans les fables de La Fontaine, à savoir des personnages qui cachent leur vice derrière un masque moral. Et c'est le cas de Jinchi. Déjà par la fonction qu'il incarne, c'est un moine. Plus que ça même, il est en façade, du moins, le plus sage des moines. Et pourtant, il est complètement dévoré par son envie de posséder, d'accumuler des richesses, alors que la nature même de son dogme lui apprend le détachement de toute possession. Et ce qu'il y a d'assez subtil, c'est que Jinchi est conscient de son vice, que c'est une faiblesse, mais il en est avant tout l'esclave. Et même s'il essaie de le combattre, son ego, trop fort, finira par avoir raison de lui. Et foncièrement, il n'est pas décrit comme une mauvaise personne, juste un homme en lutte contre ses démons. Et ce que je comprends plus de l'animation du jeu cette fois, la scène des escaliers, c'est le manque de vigilance d'une personne qui, flattée par le savoir, la sagesse et le respect de ses pairs, s'est embourgeoisée dans une paix interne relative, factice, avant de se faire rattraper plus tard et littéralement par la flamme du désir qui aura consumé son âme et ses principes, comme les flammes du château consumeront l'image qu'il avait mis presque 3 siècles à construire.
Et l'ironie est poussée au point que son pote, l'ours noir, il essaiera quand même de l'aider quand il saura que Jinchi est pris dans les flammes. Mais sur le chemin, il tombera sur cette fameuse Kasaya, la Kasaya du moine. Et là, un choix se fera à lui. Il préférera prendre la Kasaya et se barrer plutôt que de venir en aide à son pote, enfin son soi-disant pote, se faisant ainsi le reflet de sa propre faiblesse. C'est sympa, hein? Et si cette histoire, comme les fables de La Fontaine, a pour finalité l'enseignement d'une leçon de vie, c'est le cas en général avec ce genre d'histoire, on va essayer de réfléchir sur là où les leçons à retenir, des réflexions qu'on pourrait développer sur nos comportements, individuels ou communautaires. Parce que là, forcément, ça nous parle. Ce feu-là, on le connaît tous. On vit dans une société qui nous pousse à vouloir, à posséder, à briller. Les robes sacrées d'aujourd'hui, c'est plus des Kasaya, c'est des voitures de luxe, des comptes certifiés, des abonnés et des chiffres sur un compte en banque. On a tendance, un peu comme les moines du temple de Jinchi, à mettre sur un piédestal des politiciens, artistes, influenceurs et même pour les religieux, les prédicateurs, prêtres, imams 2.0, etc. Sous le seul prétexte qu'on s'est identifié, qu'on s'est senti touché par une œuvre ou reconnu dans un discours. Mais soyons réalistes. Mohamed Ali, et je kiffe Mohamed Ali, mais même lui, avec tout ce qu'il représente, n'était pas exemplaire sur tous les points, notamment en termes de fidélité conjugale. Michael Jackson, tout king of pop qu'il soit, était une personnalité remplie de contradictions et plus contemporain, Dylan Thierry, avec toutes les casseroles qui se traînent, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir bac+5 pour voir que le mecton est une grosse escroquerie. Ce mec-là, il a plusieurs millions de followers. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui s'identifient à Dylan Thierry. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai mis Dylan Thierry en parallèle avec Michael Jackson et Mohamed Ali. Et juste pour ça, j'ai encore plus le somme de ce gros fils de... Mais t'as compris ce que je voulais dire. On est plus indulgent sur les déviances de personnes auxquelles on a donné du crédit. Et ça, c'est humain. En psychologie, on appelle ça la dissonance cognitive. Le fait de reconnaître les défauts d'une personne qu'on admire met en danger notre propre jugement. Donc, forcément, on les minimise. Par exemple, un exemple. Si demain, toi, fan de Zinedine Zidane, et oui, c'est à toi que je pense, si tu apprends que c'était un gros pervers, et calme-toi, je dis pas que c'est le cas, c'est juste pour l'exemple. Si tu apprends que c'était un gros pervers, il y a de fortes chances que tu sois réticent à accepter cette idée, que tu me sors des trucs du genre ouais, non, mais est-ce qu'on est sûr? Et puis, est-ce qu'il y a des preuves? Et s'il y a des preuves, est-ce qu'elles sont fiables? Tanani, tanana, quinquinquin. Bref, tu vas te persuader que c'est faux. Et en vrai, on s'en fout que ce soit vrai ou que ce soit faux. Le truc, c'est que si je te fais exactement les mêmes accusations sur, le boulanger du coin de ta rue, il y a de fortes chances que tu me sortes plus un truc du genre « chaud, t'as capté ?» Et c'est pareil de l'autre côté du miroir. Il y en a qui prêchent la sagesse, l'éthique, la foi, mais qui agissent comme Jinchi. Ils sont capables de tout rogner pour satisfaire leurs passions, gonfler leurs égos, leur compte en banque, leur popularité. Et pour argumenter ce propos, je vais prendre la toute dernière phrase de la queue de scène qui dit ça. Et pour être tout à fait honnête, je suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la phrase. Donc dites-moi en commentaire si vous en avez la même interprétation que moi. Mais selon moi, cette phrase, elle dénonce juste l'hypocrisie qui se cache derrière des messages de prime abord sains. Par exemple, sur les réseaux, des meufs ultra maquillées, refaites de partout, qui vont t'expliquer que oui, la beauté intérieure ou naturelle, c'est le plus important parce qu'il faut s'accepter comme on est, alors que cagole, ta tête, on dirait un tableau de Picasso sous stéroïdes. Ou un multimillionnaire qui va te dire qu'il faut savoir vivre simplement parce que finalement, l'argent, c'est quoi? En somme, des gens qui te vendent une vertu qu'ils ne vivent pas ou qui peuvent se permettre de vivre parce qu'ils en ont les moyens. Et ouais. Et bon, là, je sais, je suis un peu taquin, mais au final, c'est pour eux que c'est le plus cruel parce que bien souvent, ces gens-là, comme le moine, sont juste des personnes qui sont aveuglées par une vie de paillettes, par le bif ou même des fois juste par une envie de crédibilité morale. Mais quand tu perds de vue le fait que tout est temporaire et que, au vu de l'immensité du cosmos, c'est ouais, je sais, je pars en live total, t'es pas plus exceptionnel que la plus exceptionnelle des fourmis sur Terre, et ça, peu importe la masse que tu peux fédérer, il y a forcément un moment où l'ours noir en toi sera hors de contrôle et te précipitera dans les flammes de ta passion. Et ouais, t'as vu, c'est un petit peu écrit quand même, mine de rien. Voilà à peu près tout ce que m'a fait ressentir cette scène.
C'est fort, hein? Alors oui, il y a peut-être eu un peu de branlette intellectuelle et 2-3 éléments que j'ai surinterprétés, ah tu connais. Mais bon, que voulez-vous, c'est mon interprétation et mon ressenti sur ce que j'ai pu voir et jouer surtout. Ce vieux moine là, son pantalon, il m'a fait réfléchir sur le manque de recul qu'on a parfois sur les choses, ou sur nous-mêmes plus simplement, l'importance qu'on donne à tout un tas de trucs qu'ils ne sont pas vraiment, et qui parfois alimentent nos propres vices sans même s'en rendre compte. Black Myth, et ça, tous ceux qui ont joué l'ont ressenti, c'est un jeu d'une richesse et d'une profondeur cyclopéenne qui, comme tous les vieux sages dans les films d'inspiration asiatique, te pousse à la méditation. D'ailleurs, dans le jeu, il y a littéralement ça, une invitation à méditer, contemplative sur la beauté des décors, certes, mais aussi sur ce que ton âme ressent. Un petit moment de quiétude pour que tu puisses digérer dans le plus grand des calmes toute la spiritualité que le jeu avait à t'offrir. Et petit ajout de dernière minute, en écrivant cet épisode, il y avait une phrase de Shuriken qui arrêtait pas de popper dans ma tête. Même en plein soleil, tous les chats sont gris. Parce que oui, ce jeu se veut une vitrine exceptionnelle de la culture chinoise, du folklore chinois, de toute la civilisation asiatique. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la communauté ouïghour qui, en ce moment même, se fait toujours génocider dans le plus grand des calmes. Et on n'en parle plus trop parce que y a d'autres conflits qui accaparent un peu toute la place dans les médias. Et c'est ni bien ni mal, hein, c'est juste factuel. Mais du coup, permettez-moi d'utiliser ce sujet comme prétexte pour faire une petite dose de rappel. Merci bien les gens, j'espère que vous comprendrez. Et sur ce, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez kiffé. Et puis pour ceux qui ont fait le jeu, je vous laisse dire en commentaire si vous avez compris ou ressenti les mêmes choses que moi par rapport à cette histoire, ou si c'est moi qui ai pété du crâne, ce qui est fort possible d'ailleurs. Et puis pour le reste, la paix sur vous les humains. Le ciel s'est fendu, soleil dans les veines, l'horizon suspendu, fils des montagnes, vent dans les artères, le monde m'appelle, ma fureur est un éclair, marteau céleste, je frappe les étoiles sur l'échelle du pouvoir, je grave mes initiales, immortalité, un rêve que je poursuis, les dieux tremblent, je dévore leurs fruits, j'ai volé la foudre, les flammes m'applaudissent, nuages sous mes pieds, la terre me supplie, roi singe au sommet.